Alors, bienvenue à cet exercice sur les tables de hachage. Donc, j'ai décidé de modifier l'exercice par rapport à ce que je donnais dans les années passées. Donc, dans les années passées, je faisais hacher toutes sortes de valeurs, puis je faisais créer une fonction de hachage, puis tout ça. Puis les étudiants étaient un peu, disons, perplexes par rapport à ce truc-là. Puis en fait, ben, est-ce que ça vous montrait vraiment comment créer une table de hachage? Peut-être pas. Donc, j'ai décidé de faire un exercice qui va vous montrer comment créer une table de hachage. Je suis conscient que c'est un exercice. Vous voyez ici, c'est écrit gros exercice. Donc, j'aurais quasiment pu l'appeler mini TP, mais il se fait individuellement. Donc, je suis conscient que ça va être un exercice peut-être qui va vous triturer un peu les méninges. L'idée, ça va être d'y aller étape par étape. Donc, pourquoi ça risque de vous triturer les méninges? Parce que ça va faire appel un peu à tout ce qu'on a vu depuis le début du cours, en explorant peut-être même d'autres facettes qu'on a vues, mais à peu près. Donc, l'idée, ce qui est compliqué là-dedans, c'est de tout faire, tout fitter ensemble. C'est ça qui peut être un petit peu plus difficile. Donc, j'estime environ à 5 heures le temps de réalisation de l'exercice. Peut-être que je me trompe, ça va prendre juste 3h30. Mais j'ai l'impression que ça va être 5 heures, peut-être 6, 7 ou 8. Donc, je ne sais pas en fait, j'ai aucune idée. Donc, je lance bah, 5 heures. Je me suis dit, au début, je voulais mettre 3h30. Après, je me suis dit non, ça va être 4. Après ça, je me suis dit, ouais, je pense que ça va être 5. Fait que peut-être ça va être. Peut-être j'aurais dû mettre 6. Je ne sais pas. Vous me le direz. Donc, c'est sûr que c'est un bon morceau. Donc, l'objectif de l'exercice est de créer une table de hachage ouvert de capacité fixe. Donc, parmi toutes les tables de hachage, c'est probablement la plus simple à coder. Donc, c'est pour ça que c'est celle-là que je vous fais coder. Pourquoi? Parce que si on a des tables de capacité variable, ou encore, si on applique le hachage fermé, c'est toujours un petit peu plus compliqué de faire ces choses-là. Donc, pour toutes sortes de raisons. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais disons qu'une fois que vous avez fini, j'aurais pu mettre un bonus, que faire en sorte que la table puisse s'expansionner ou se rapetisser, mais c'est un bonus genre qui vous aurait rajouté peut-être 1h30 de travail ou quelque chose comme ça. Euh, il aurait fallu que je fasse des tests pour ça. J'ai déjà travaillé. Donc, moi, quand c'est écrit 5 heures, vous autres, vous travaillez 5 heures. Mais moi, disons que j'ai travaillé peut-être 12 heures pour faire cet exercice-là. Donc, euh, je n'avais assez, là. Je n'avais assez. Donc, après ça, implémenter l'interface. Pourquoi vous dites que ça prend 12 heures? Ça prend pas 12 heures parce que ça me prend 12 heures le coder. Ça me prend 12 heures parce qu'il faut que je l'organise pour le mettre dans la... Il faut que je fasse les tests. Ça, les tests, ça prend énormément de temps. Puis il faut que je le peaufine pour dire, OK, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça après. Donc, il faut que je pense à mon affaire stratégiquement. OK? Donc, autre chose que vous allez faire, c'est que vous allez implémenter une interface standard iDictionary. Donc, pour le moment, ce que je vous ai fait faire dans les exercices précédents, c'est que je vous faisais faire coder une interface, puis après ça, je vous disais, bon, votre classe, maintenant, elle va implémenter cette interface-là. Là, on va partir d'une interface existante en C#, puis vous allez coder cette interface-là. Donc, vous allez voir que l'interface existante en C#, ben, peut-être qu'elle est un petit peu plus compliquée que les interfaces que je vous ai fait coder, moi, jusqu'à maintenant. Parce que mon but, c'était de faire une interface simple. Donc là, vous allez voir que les interfaces en C#, des fois, c'est, pour toutes sortes de raisons, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, ça va rajouter de la complexité additionnelle à la tâche que vous allez avoir. Mais en contrepartie, ça va faire en sorte que votre structure de données va devenir utilisable dans C# comme n'importe quel autre dictionnaire qui est codé par un professionnel. Donc, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, par exemple, la pile sous forme de liste chaînée ou la pile sous forme de tableau, qui est la pile statique. Donc, il y a des gens qui me disaient, ouais, mais moi, j'essaie de parcourir les éléments de ma pile par faisant un for each, donc pour chaque élément dans ma pile, puis ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que il y a une interface qu'il faut implémenter pour que ça fonctionne. Okay? Puis là, ce qu'on va faire dans iDictionary, qui inclut d'autres interfaces, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, vous allez pouvoir faire enfin un for each pour parcourir tous les éléments de votre dictionary, parce qu'on va implémenter ce qu'il faut pour faire un for each sur notre structure de données. Donc, on va vraiment implémenter une structure de données complète. OK? Vraiment complète dans ce cas-là. Donc, le préalable, c'est de voir la théorie sur les tables de hachage, puis aussi d'avoir fait l'exercice compter lettres que vous avez fait précédemment. Donc, là, ici, j'en parle. Bon, est-ce que c'est un exercice difficile ou pas? Bon, peut-être qu'il va être un peu plus difficile que les autres. Puis comme j'ai dit, c'est à cause
qu'il faut tout mettre ensemble. OK? Puis qu'il faut savoir où ce qui est dur, c'est de savoir où ce qu'on s'en va. T'sais. Fait que c'est facile de s'orienter quand vous vous promenez dans votre jardin, mais quand vous vous promenez en pleine forêt, même si vous avez une boussole, vous avez le soleil, vous avez un paquet d'affaires pour vous orienter, vous êtes quand même dans la forêt. OK? Puis c'est toujours un peu plus compliqué quand on est dans la forêt que quand on est dans son jardin. Fait que c'est pour ça que ça se peut que ça soit un peu plus déroutant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider autant que possible à travers cet exercice-là. Donc je vais vous indiquer quoi faire, dans quel ordre, etc. Puis, c'est ça. Donc, ma durée estimée, c'est 5 heures, mais on s'entend que ça risque de varier énormément d'une personne à l'autre. Donc, j'espère que ça ne vous prendra pas 12 heures. Enfin, c'est ça. Donc, je ne veux pas vous faire peur. Là. Sincèrement, 5 heures, c'est réaliste, mais peut-être pour peaufiner bien comme il faut, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. Donc, mise en place. Je vais faire une pause, en fait, pour faire des marquages. Donc, je reprends. Donc, l'idée, c'est de faire comme des coupures. Puis après ça, ça me permet de les retrouver quand je fais mon édition de vidéo après, quand je fais ma post-production. Donc, mise en place. Donc, dans le projet Diclib, vous allez ajouter une nouvelle classe table de hachage, okay, qui va implémenter l'interface iDictionary, comme vous le voyez ici. Donc, je vous donne le code, mais évidemment, je ne vous le donne pas pour rien, parce que vous voyez que votre table de hachage va dépendre de deux types différents. Le type T-key, T-clé ou T-value, T-key, T-value. Et on va implémenter l'interface iDictionary qui, elle aussi, est une interface générique qui va dépendre de deux types, le type de la clé et le type de la valeur. Et non seulement ça, on va ajouter une clause where qui va mettre une contrainte sur un des types. Donc, on veut que le type de la clé, on veut que ce soit un type qui est non nullable. Okay. Donc, je pense que c'est normal parce que mettre une clé nulle, ça ne sert pas nécessairement à grand-chose. Donc, on met une contrainte supplémentaire sur notre type générique pour dire que le type de la clé ne doit pas être annulable ou nullable. Ensuite de ça, on va appliquer l'implémentation automatique que vous connaissez déjà. Donc, je ne mets pas de saisie là-dessus parce que vous connaissez déjà ça. Vous allez voir que iDictionary va être souligné en rouge. Vous cliquez dessus, vous faites implémenter l'interface et il va vous générer un paquet de propriétés et de méthodes avec des not implemented exceptions. Okay. Mais comme c'est écrit ici, c'est écrit un bon paquet. Okay, parce que vous allez voir, là, faites pas le saut. Vous allez en voir apparaître vraiment un bon paquet. Okay. Donc, on va régler ça un cas à la fois. Donc, l'idée, c'est pour ça que l'exercice est un petit peu long, parce qu'il y a plein de petites affaires à régler. Pourquoi il y a beaucoup d'éléments à traiter? Parce que iDictionary hérite d'autres interfaces. Donc, c'est une interface qui elle-même hérite de d'autres interfaces. Il va hériter de iEnumerable, puis il va aussi hériter de iCollection. Donc, on va voir ça dans les prochaines diapos. Donc, il faut non seulement implémenter ce qui provient directement de iDictionary, mais il va aussi falloir implémenter les éléments qui proviennent de iCollection puis de iEnumerable. Donc, je suis désolé ici si mon E n'est pas en majuscule, puis mon C n'est pas en majuscule. C'est que malheureusement, PowerPoint fait tout le temps de l'édition, puis il déteste que je mette une deuxième. En fait, il faudrait que je modifie les options d'autocorrection de PowerPoint. Mais je ne l'ai pas fait, fait qu'il me transforme mon E majuscule en E minuscule. Ça m'énerve considérablement, je ne sais pas pourquoi je le laisse là. Peut-être que je devrais changer ça. iDictionary. Donc, ici, on a l'interface iDictionary. Donc, on a iDictionary qui dépend de T-key, T-value, donc de deux types, le type de la clé et le type de la valeur, avec les propriétés item, keys, values, et les méthodes add, contains key, remove et try-get-value. Donc, la propriété, en fait, key, c'est pour obtenir les clés qui sont stockées dans le dictionnaire. Values, pour obtenir les valeurs qui sont stockées dans le dictionnaire. Puis item, c'est une espèce de propriété spéciale qui permet d'aller chercher la valeur qui correspond à une clé. En fait, c'est pour implémenter l'opérateur d'indexation avec des crochets. Donc, cet opérateur d'indexation-là avec des crochets, on va voir plus loin comment on fait pour l'implémenter, mais items, ici, puis là, ça paraît bizarre ce qu'on voit ici. Là, mais en réalité, c'est un crochet ouvrant avec un crochet fermant qui sont collés, fait que ça a l'air d'un rectangle. Mais en réalité, c'est l'opérateur crochet-crochet, c'est l'opérateur d'indexation.
Donc, l'opérateur d'indexation est considéré comme étant une propriété, donc c'est pour ça qu'on le voit ici. Après ça, on a les méthodes add pour ajouter quelque chose dans la table, contains key pour vérifier qu'une clé fait partie de la table, remove pour enlever une clé valeur de la table de hachage, et enlever une clé et la valeur associée de la table de hachage, et try get value pour essayer d'obtenir la valeur associée à une clé quand on n'est pas sûr que la clé fait partie de la table. Donc, si on regarde la définition de iDictionary sur la documentation en ligne de C#, on va voir que l'interface iDictionary implémente elle-même deux autres interfaces. Elle implémente l'interface iCollection, puis elle implémente l'interface iEnumerable. Et ces interfaces-là, en fait, sont des interfaces génériques qui, elles-mêmes, disons, sont basées sur une structure qu'on appelle un Key Value Pair, qui, elle-même, cette structure-là, en fait, permet de stocker ensemble une clé et une valeur. Donc, ça n'a rien de magique, de spécial. C'est sûr qu'on n'a pas encore joué avec les structures dans le cours, mais vous allez voir que jouer avec les structures, jouer avec les objets, c'est à peu près pareil. Okay? Donc, Key Value Pair, c'est une structure qui est prédéfinie dans C# et qui permet de mettre ensemble une clé avec une valeur dans un seul, disons, conteneur qui s'appelle un Key Value Pair. Donc, une paire clé-valeur. Donc, on en parle ici de la fameuse paire clé-valeur. Donc, la structure Key Value Pair possède uniquement deux autopropriétés, Key et Value. Okay? Donc, c'est une structure qui est aussi immutable, read-only. Donc, vous avez ici la définition de la structure Key Value. Là, je suis allé accéder comme au code, mais on voit pas l'implémentation de la structure, on voit juste l'interface comme telle, mais l'interface de la classe, et non pas l'interface, mais juste les trucs publics qui font partie de la classe. On voit qu'il y a un constructeur qui permet de construire un Key Value Pair à partir d'une clé et d'une valeur. C'est une structure, ici c'est marqué struct, donc c'est pas une classe, c'est une struct. Donc une struct, la différence avec une classe, c'est que c'est passé par valeur au lieu d'être passé par référence. Donc c'est un peu plus, c'est plus efficace dans certaines circonstances. Et c'est une structure read-only, très important, donc la structure est immutable, on ne peut pas modifier les valeurs. Une fois qu'on a une paire clé-valeur, on ne peut pas modifier la clé ou modifier la valeur. Les deux sont ensemble, puis final bâton. Okay. Et on a ici deux propriétés, qui en fait sont probablement deux autopropriétés, mais bon, moi je peux aller fouiller encore une fois dans le code, je pourrais le faire, mais probablement que c'est deux autopropriétés. Et on a deux autres trucs un peu spéciaux ici, qu'on appelle deconstruct et toString. Mon Dieu, deconstruct, en fait, ça sert pour faire des book for each. Si je vois un exemple pour vous expliquer à quoi ça sert deconstruct, je verrai, mais disons que c'est pas super fondamental dans ce qu'on va faire dans l'exercice parce qu'on n'a pas besoin de savoir que deconstruct existe dans l'exercice. Okay, mais c'est juste pour vous dire que deconstruct, pour le moment, c'est un truc récent dans C#, donc ça fait partie de la version 6 ou 7, je me rappelle pas trop. Puis ça permet de disons, ça permet de faire une book for each sur un dictionnaire en faisant un for each sur les paires clés-valeurs, disons, séparées plutôt que, enfin, en tout cas, si je vois un exemple, je vous montrerai, mais c'est pas super fondamental. Je suis en train de m'écarter dans ce que je suis en train de dire. Et on a la fameuse méthode toString qui permet de convertir notre key value pair en une chaîne de caractères automatiquement. Okay? Donc le toString, à peu près n'importe quel truc que vous définissez devrait définir un toString, mais jusqu'à maintenant on ne l'a jamais fait, mais bon, idéalement, on le ferait. En tout cas, surtout pour ce genre de trucs-là. Donc on voit ici ce qui est disponible sur le Key Value Pair. Donc comment on fait pour jouer avec des Key Value Pair? On va voir ici comment on fait pour jouer un Key Value Pair. Par exemple, si on veut créer une nouvelle paire clé-valeur, comment on va faire ça? On va faire New Key Value Pair. Là, dans ce cas-là, nous, c'est une paire de, par exemple, string entier. Donc, il faut le spécifier, c'est quoi les deux types qu'on veut stocker dans notre Key Value Pair. Donc là, on veut stocker une clé de type string et une valeur de type entier. Donc, dans notre cas, ce qu'on veut stocker, par exemple, c'est que l'âge de la personne, c'est 21. Donc, pour stocker ça dans une paire clé-valeur, on va faire un New Key Value Pair, string entier, puis on va passer l'âge, puis la valeur 21. Donc, on va appeler le constructeur, on va stocker ça dans un Key Value. Après ça, on va faire keyValue.key, ça permet d'aller chercher la clé, ça va donner âge. KeyValue.value, ça va donner la valeur 21.
Si on fait un toString, on voit comment ça se représente. Ça va être en crochet, âge,21, crochet fermant. Et il y a moyen aussi d'utiliser, ici on voit la déconstruction, donc je vous demandais, si vous vous demandez à quoi ça servait la déconstruction, donc j'avoue que j'ai donné un exemple ici. Donc on peut déconstruire notre key value en ses constituantes. Donc on peut faire par exemple variable key value, il faut mettre ça entre parenthèses, égale key value, key val, et à ce moment-là, la clé va se ramasser dans la variable key et la valeur va se ramasser dans la variable value. Donc c'est comme une façon de déclarer deux variables en même temps en déconstruisant ici une structure, mais ça peut marcher aussi des déconstructeurs. On en retrouve aussi dans des classes, des fois, ou des choses comme ça. Okay? Est-ce que toutes les structures, ont des déconstructeurs? Non, il faut les définir. Si on essaie de modifier la valeur ici, donc keyValue, keyval.value égale 23, donc on essaie de modifier la valeur pour 23, ça ne marchera pas. Okay? Donc c'est read-only. On passe maintenant à iCollection. Donc, iCollection, comme on le voit ici, ça dépend d'un type T. Et ça possède des propriétés suivantes. Count, qui nous permet de savoir il y a combien d'éléments dans notre collection. Puis isReadOnly, qui nous dit si notre collection est read-only ou pas. Dans notre cas, notre table de hachage n'est pas read-only parce qu'on peut rajouter des choses, on peut les enlever, on peut les modifier. Donc, read-only va être faux. Les méthodes, on a la méthode add, mais qui n'est pas la même la méthode que add du iDictionary. Parce que iDictionary permet d'ajouter une clé avec une valeur associée. Tandis que la méthode add de iCollection permet d'ajouter un key value pair. Donc, un couple clé-valeur d'une claque. Okay? C'est sûr qu'il y a un peu de redondance là-dedans, mais c'est parce que iDictionary implémente iCollection. Donc, on n'a pas le choix aussi d'implémenter la méthode add de iCollection, qui est un peu différente de la méthode add de iDictionary. On a aussi la méthode clear qui permet de supprimer tous les éléments dans la collection. La méthode contains qui permet de vérifier qu'une paire clé-valeur fait partie de la collection. La méthode copy-to qui permet d'envoyer tous les éléments de la collection dans un array. Et la méthode remove qui permet de supprimer une paire clé-valeur de la collection. Et si on regarde la définition de iCollection ici sur la documentation en ligne, on voit que iCollection hérite de iEnumerable. Donc, iCollection est elle-même un iEnumerable. Donc, il y a deux façons d'être un iEnumerable. iDictionary implémente iEnumerable et iCollection, elle aussi, implémente iEnumerable. On va voir un petit graphique un peu plus loin. Si on prend maintenant iEnumerable, elle exige la définition d'une méthode unique qui s'appelle getEnumerator. Donc, iEnumerable, c'est l'interface qui vous permet de faire des for each sur votre structure de données. Si vous implémentez iEnumerable correctement, vous êtes après ça capable de faire des for each sur votre structure de données. Donc, c'est aussi elle qui va vous permettre d'utiliser toute la bibliothèque Link, si ça vous tente, sur votre structure de données. Donc là, l'interface iEnumerable, comme on le voit ici, définie dans la documentation. Bon, le truc du add, puis ici, T, là, c'est pour dire, je pense, c'est covariance, contravariance, mais en tout cas, une patente de même, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et on voit que l'interface iEnumerable générique, qui dépend d'un type T, elle-même dépend d'une autre interface iEnumerable, qui, elle, n'est pas générique, qui est comme une interface un peu plus ancienne, si vous voulez, qui permet de faire un for each, mais un for each sur des objets plutôt qu'un for each sur des types particuliers. Donc un for each non typé. Okay. Puis l'interface iEnumerable, vous l'avez ici, elle dépend de rien du tout. Donc c'est une interface qui est disons, qui est à la tête, qui dépend de rien d'autre. Okay. Alors ces deux interfaces-là ont seulement une seule méthode qui s'appelle getEnumerator. Puis getEnumerator, ça permet d'aller chercher un énumérateur qui justement peut être utilisé par une book for each pour parcourir tous les éléments de notre structure de données. On va voir comment coder cette méthode-là plus tard dans l'exercice. Maintenant, pour ce qui est du schéma UML, je vais descendre mon visage un peu plus bas. Donc ça, c'est le schéma UML qui représente, grosso modo, tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Donc on a notre table de hachage qu'on veut coder, qui est notre classe. Okay, le C, c'est une classe. I, c'est des interfaces, puis S, c'est une structure. Donc, notre classe, elle dépend de deux types, pardon. Le type de la clé, puis le type de la valeur.
Même chose sur la struct qui dépend du type de la clé, de la valeur, clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. Et on a le IEnumerable générique qui dépend du IEnumerable qui n'est pas générique ici. Okay. Donc, notre table de hachage va avoir les propriétés suivantes. La propriété capacité qui va nous donner la taille de notre tableau dans notre table de hachage. Et la propriété capacité restante qui nous donne le nombre de cases vides qui nous reste dans notre table de hachage. Après ça, on va avoir un constructeur aussi, ici, qui nous permet de construire une table de hachage en fonction, à partir d'une certaine capacité. Mais la capacité reste fixe dans notre cas, parce que notre table de hachage ne sera pas variable en termes de taille. Donc, notre table de hachage va implémenter l'interface iDictionary, dont on a dit qu'elle possédait les propriétés suivantes et les méthodes suivantes. Elle-même, iDictionary, hérite de iCollection, qui implémente les propriétés suivantes et les méthodes suivantes. Ces deux interfaces-là héritent d'une manière indépendante l'une de l'autre, mais ça revient au même, de l'interface IEnumerable, qui, elle, implémente la méthode getEnumerator, qui, elle-même, implémente explicitement l'interface IEnumerator non générique, okay, qui elle-même possède une méthode getEnumerator. Bon, le faire de explicite, là, c'est un peu trop du détail, là, mais je veux dire, je le spécifie, mais c'est pas fondamental dans la suite de ce qu'on voit. Okay. Donc, tantôt, peut-être j'en parlerai là, du truc explicite là, si je le vois là, plus loin dans le PowerPoint. Qu'est-ce que ça change, là, mais ça change presque pas grand-chose, mais ben presque pas grand-chose. Ça a une certaine importance, mais disons que c'est pas un détail. Regarde, j'ai déjà trop parlé de ça, en fait, parce que c'est pas super fondamental dans ce qu'on voit là. Donc, cette interface-là et la classe ici vont utiliser la structure KeyValuePair qui possède deux propriétés, KeyValue. Là, j'ai pas mis le déconstructeur puis en tout cas, ici on voit le constructeur, mais j'ai pas mis le déconstructeur. Et le toString. Parce que c'était pas pertinent pour ce qu'on fait. Donc, maintenant, le hachage ouvert. Donc, le hachage ouvert, on se rappelle que c'est basé sur un array. Okay. Et je donne ici un exemple, par exemple, d'utilisation de notre structure de données. Donc, par exemple, on va créer une nouvelle table de hachage qui va être une table de hachage qui va prendre des clés de type string et des valeurs de type entier, dans ce cas-là. Et la capacité, ici, on la fixe à 4 parce que ça va être à l'interne, dans notre table de hachage. À ce moment-là, on va avoir une table de hachage qui contient uniquement 4 cases. On s'entend que c'est plus ou moins utile d'avoir une table de hachage qui contient juste 4 cases, mais c'est difficile de représenter dans un schéma une table de 100 cases. C'est pour ça que je représente une table à 4 cases. Donc ici, on a notre array avec la case 0, la case 1, la case 2, la case 3 dedans. Donc, j'ai fait un peu comme j'ai pu pour représenter mon array. J'aurais été mieux de mettre des traits ici. Mais bon, j'ai fait ça avec un outil qui ne me permettait pas facilement de faire des traits. Donc, j'ai fait ici mon array avec mes 4 cases. Okay. Au départ, mes 4 cases sont nulles parce qu'il n'y a aucun élément stocké dans ma table. Alors, si, par exemple, je fais le nombre de points, ça, mettons que c'est une table de hachage, nombre de points de, qui permet de stocker le nombre de points de différentes personnes. Okay? Donc, par exemple, Jacob a 8 points, Benjamin a 17 points et Marion a 31 points. Donc, si je fais ces opérations-là ici, qui c'est des opérations que je vais pouvoir faire avec ma table de hachage, donc, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est qu'il faut que je rajoute, à chaque fois que j'ajoute un nouvel élément dans ma table, il faut que je l'ajoute dans une liste chaînée au bon emplacement. Okay, donc, dans notre cas, par exemple, ici, on pourrait dire que Jacob, lui, va être ajouté ici, le nœud 12 que vous voyez ici. Ça va correspondre à la clé Jacob à la valeur 8, qui est la valeur associée. Après ça, point de Benjamin. Benjamin va être stocké dans la case 3, avec la clé et sa valeur. Le suivant est nul, parce que bon, c'est des listes chaînées. Et finalement, Marion 31, on va l'ajouter dans la case 1. On a une collision dans ce cas-là, à la même place que Jacob. Et ce qui est le plus simple, c'est de l'ajouter au début de la liste chaînée. Donc, on va le rajouter avant Jacob. Donc, ce qui nous amène à l'introduction d'un type nœud. Donc, il faut introduire un type nœud dans notre table de hachage pour pouvoir stocker les données dans des nœuds. Donc le type nœud, ici, on le voit, ça c'est notre table de hachage qui dépend de deux types, c'est le type de la clé, le type de la valeur.
Et ensuite de ça, on se définit notre type nœud. Donc, notre type nœud va stocker une clé de type TKey et une valeur de type TValue. OK, donc une clé de type du type de la clé et une valeur du type de la valeur. Et un suivant, ici, qui permet de pointer vers le nœud suivant, qui peut être nul, donc ça prend un type nullable. Donc, nœud, point d'interrogation, pour dire que ça se peut que le suivant soit nul. Et on a un constructeur qui permet ici de créer un nouveau nœud. Donc, notre constructeur prend trois champs. Le champ clé, qui est un champ obligatoire. Le champ valeur, qui prend la valeur par défaut, si on ne le fournit pas. Et le champ nœud, qui prend la valeur. On aurait pu aussi mettre default dans ce cas-là, parce que le default, c'est nul. Mais la valeur par défaut du suivant, en fait, c'est nul dans ce cas-là. Et on dit que la clé est égale à la clé, la valeur est égale à la valeur, le suivant est égal à la suivant. Donc, pas trop compliqué. On a besoin de ça absolument. Et ensuite de ça, dans notre table de hachage, on va avoir besoin aussi d'un array pour stocker nos listes chaînées ou nos nœuds. Donc, on va avoir un array, ici la table. Donc, notre table, qui est un champ private read-only. Read-only, ça veut dire qu'on ne peut pas réallouer la table. Donc, une fois qu'on a alloué la table, une fois qu'on a fait new table en lui donnant la taille, une fois qu'on a fait ça, la table est allouée, puis on ne va pas la modifier. Donc, elle est là, puis elle est là pour de bon. Par contre, on peut modifier les éléments qu'il y a dans la table, mais on ne peut pas réallouer la table. Donc, c'est pour ça qu'on met read-only. C'est juste pour nous indiquer qu'il ne faut pas renouveler, il ne faut pas modifier ça. Okay? Donc, une fois qu'on a mis ça dans le constructeur, que c'est créé, après ça, c'est final bottom. Et notre table, c'est avec une table de nœuds, bien entendu, donc de pointeurs vers des nœuds, en réalité, donc de référence vers des nœuds. Donc, ça se peut qu'un élément de la table soit nul. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a rien à cet emplacement-là. La case est vide. Mais s'il y a quelque chose, ben ça va pointer vers un premier nœud, qui peut pointer vers un deuxième nœud, un troisième nœud. Donc, on s'entend que notre table, en réalité, c'est une table de liste chaînée, okay, dont la plupart sont vides. C'est ça. Donc, notre table, notre hachage ouvert, c'est une table de liste chaînée, dont la plupart sont vides. Okay? Donc, ça va nous prendre aussi un constructeur, comme on l'a mentionné ici. On a besoin d'un constructeur. Et donc, ça va nous prendre un constructeur dans notre table de hachage. Donc, on va implémenter un constructeur ici. Comme on le voit ici, public, table de hachage. Et notre constructeur va avoir un seul argument, la capacité de notre table initiale. Ben, pas initiale, en fait. La capacité est fixe. Elle ne bougera pas durant la durée de vie de la table. Donc, on va se donner une capacité de 101 éléments par défaut. Pourquoi 101 et pas 100? Parce que 101, c'est un nombre premier, puis que ça a plusieurs avantages dans les tables de hachage d'avoir des tailles qui correspondent à des nombres premiers. Ça permet entre autres de faire en sorte que si jamais on essaie par exemple, de stocker des nombres dans notre table de hachage, puis que les nombres ils ont certaines redondances à l'intérieur, des choses comme ça, ben ça va faire en sorte que ça va mieux répartir les nombres ou des choses, ou en fait. Donc, dites-vous que c'est toujours une bonne idée d'avoir une capacité première. C'est pas catastrophique quand on n'est pas premier, mais disons que si on peut être premier, c'est mieux. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on met une capacité par défaut de 101. Donc, pour le moment, la table d'hachage, le constructeur, est utilisé not implemented exception pour le moment. On ne le code pas tout de suite. Okay? Donc, voilà. Ensuite de ça, on a deux propriétés. On a la propriété capacité et capacité restante, qui sont deux propriétés entières qui nous donnent la capacité de notre table et la capacité restante de notre table. Donc, le nombre d'emplacements, comme je l'ai dit tantôt, encore disponible pour ajouter des éléments dans la table sans avoir à enchaîner d'autres éléments. Autrement dit, le nombre de cases vides dans votre table. Okay, la capacité restante, c'est le nombre de cases vides dans votre table. Eux aussi sont des not implemented exception pour le moment. Une fois que vous avez fait ça, on a mis en place tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut tester pour voir que tout, disons, s'enchaîne comme il faut. Donc, vous allez ajouter le nouveau table de hachage.cs, C#, qui est le test que je vous fournis. Et normalement, ça devrait, puisque toutes les dépendances sont déjà ajoutées, ça devrait pouvoir compiler. Donc, vous compilez et le premier test ici, compilé OK, devrait passer. Et vous pouvez versionner sur Git. Je vais maintenant faire une pause. Alors, on passe maintenant aux éléments de base. Donc, d'abord, le constructeur. Donc, on se rappelle que la tâche fondamentale d'un constructeur, c'est de valider les paramètres et initialiser les champs.
Donc, ce qu'on dit ici, c'est que la capacité minimale de la liste, de la table, c'est-à-dire, doit être 1. Sinon, on a un argument out of range exception. Une fois que vous avez codé votre constructeur, vous pouvez décommenter la première ligne du fichier de test tconstructeur, c'est-à-dire le define tconstructeur, pour débloquer certains tests, et vous allez avoir à ce moment-là le thh ici qui va s'exécuter, en fait le test thh qui va apparaître et qui devrait passer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez coder la capacité, la propriété capacité, pardon. Et la capacité, bien entendu, c'est quoi? C'est la taille de la table et elle ne varie pas. Donc vous avez juste à décommenter la propriété ici, define tCapacité, puis à tester. En passant, les propriétés et là, dans le fichier T table de hachage pour tester, vous allez voir qu'il y a plein de propriétés et il y a plein de méthodes. En fait, bon, attendez un peu, je vais faire une petite pause pour vous montrer ça. Donc ici, on voit l'ensemble des... c'est ça. Donc on voit au départ qu'on a le T-constructeur. Ce sont les propriétés, T-capacité, T-capacité restante, T-count, T-indexation, T-isReadOnly, T-keys, T-values. Et après ça, on a les méthodes T-add, tester-add, tester-add key-value, tester-clear, tester-contains, contains-key, copy-to, etc., etc. Et tout ça, c'est en ordre alphabétique ici pour les méthodes, en ordre alphabétique pour les propriétés et le T-constructeur en premier. Donc, à chaque fois que vous voulez tester une chose ou une autre, vous avez juste à le coder et ensuite à décommenter pour tester la chose en question. OK, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si je reviens ici, une fois que vous avez codé la capacité, maintenant, on passe à l'indexation. Donc ça, c'est vraiment le plat de résistance du TP qui va peut-être vous donner des indigestions, mais j'espère pas trop. Donc, dans un dictionnaire, l'indexation, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'accéder à une valeur en fonction d'une clé, ou alors de modifier cette valeur-là, ou alors d'ajouter une valeur associée à une clé. Donc, c'est les deux opérations fondamentales d'un dictionnaire. Donc, on a l'indexation get, qui permet d'aller rechercher une valeur associée à une clé, et on a l'indexation set, qui permet de modifier ou d'ajouter une valeur associée à une clé. Donc ici, par exemple, supposons qu'on se crée un nouveau dictionnaire. Si on fait le nombre de points de Marco égale 12, on est en train de faire un set. Donc, à la clé Marco, on associe la valeur 12. Ici, on fait nombre de points de Marco tout court, puis qu'on stocke ça dans une variable, ou on fait quelque chose avec ça. On est en train de faire un get. On va chercher la valeur associée à Marco. Donc ici, on modifie ou on crée une valeur qui est associée à Marco. Ici, on va chercher la valeur associée à Marco. Et bien entendu, si on va chercher le nombre de points associés à une clé qui n'existe pas, on va avoir une erreur key not found exception. Okay? Donc, ce qui nous amène aux propriétés d'indexation. Donc, en C#, les deux opérations d'indexation get et set sont codées dans une propriété spéciale dont la signature est la suivante. Vous la voyez ici, là. Public, t-value, this, t-key, key, get, set. Donc ça, probablement que vous l'avez déjà dans votre code, qui a été généré automatiquement avec get, qui est un not implemented exception, puis set, qui est un not implemented exception. Donc là, il faut coder ces choses-là. Donc, pour coder ces choses-là, puis rendre le tout plus digeste et plus clair pour vous, j'ai défini deux méthodes privées que vous allez devoir coder pour vous rendre les choses plus digestes. Okay? C'est des méthodes qui sont là juste pour vous aider à comprendre le mécanisme, mais si vous voulez vous débarrasser de ces méthodes-là puis mettre le code directement dans la propriété get puis la propriété set, vous pouvez le faire. Donc, comme vous le voyez ici, je pourrais l'agrandir un peu. Donc, le get va faire appel à getValue à partir de la clé, et le set va faire un setValue à partir de la clé et de la valeur qu'on veut associer à cette clé-là. Donc, on va faire appel à deux méthodes privées. La méthode getValue ici, qui à partir d'une clé retourne une valeur. Donc ici, c'est une méthode normale. Okay? C'est pas la propriété ici en haut qu'on voit plus haut. On le traduit dans une méthode qui est ici, que vous devez coder, qui à partir d'une clé retourne une valeur. Et vous avez aussi à coder la méthode setValue, qui à partir d'une clé va lui associer une valeur ou va modifier la valeur qui lui est associée.
Donc, ceci étant transformé, on va partir maintenant de setValue. Donc, voici les étapes que vous devez réaliser pour ça. C'est sûr que là c'est comme je vous dis, c'est le plat de résistance là, du devoir. OK? Donc, les étapes à réaliser pour faire l'indexation set, ce sont les suivantes. Normalement, vous devriez être en mesure de coder ça, mais on va ajouter quelques petites précisions dans les diapos prochaines, okay, en ce qui concerne le modulo et l'égalité. Donc, la première chose à faire, c'est d'obtenir le hashcode de la clé. Get hashcode. La deuxième chose à faire, c'est de prendre le modulo du hashcode pour trouver l'index dans la table. On va parler un peu, on va ajouter une petite précision concernant le modulo dans une prochaine diapo. Après ça, il faut chercher dans la liste chaînée si un nœud existe déjà pour la clé en question. Okay. Donc, il faut chercher dans la liste chaînée si un nœud existe déjà qui possède cette clé-là. Ça va vous demander de faire une égalité. C'est pour ça qu'on va parler d'égalité un peu plus loin. Après ça, si le nœud existe déjà, qu'est-ce qu'on fait? On modifie sa valeur. Et si le nœud n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un nouveau nœud dans la liste chaînée. Comme on l'indique ici, ce qui est le plus facile, c'est de l'ajouter au devant de la liste. Okay? Donc, c'est la job que vous devez faire dans cette méthode-là. Donc, juste pour vous donner un exemple. Okay? Donc, par exemple, si on prend si dans la table, okay, on veut faire la chose suivante, on veut faire le nombre de points. Là, je vais me tasser un peu le visage. Tiens, je vais me mettre ici. Donc, en fait, je peux même me mettre comme ça. Donc, si dans la table, on effectue l'opération suivante, nombre de points de Jacob égale 30, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire jacob.getHashcode, ça va nous donner ce que vous avez ici. Vous voyez ici, jacob.getHashcode, ça donne cette grosse patente-là. Après ça, on va faire le modulo 4. Le modulo 4 va nous donner 1. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher la clé et la valeur. Donc, il va falloir aller chercher dans la liste chaînée qui est dans la case numéro 1. Donc, c'est dans la case numéro 1 ici qu'il faut chercher la clé Jacob pour pouvoir la modifier. Okay? Pour pouvoir modifier la valeur associée. Donc là, on va chercher dans la liste chaînée. On va regarder, est-ce que c'est le premier nœud? Non, le premier nœud, c'est Marion. Est-ce que c'est le deuxième nœud? Ah oui, c'est Jacob. Donc, je prends la valeur 8 qui est ici et je la remplace par la valeur 30. Et voilà, job done. OK? Là, ça, c'est le cas où on fait une modification. Le cas où on fait un ajout, on passe ici, on passe le deuxième nœud, on arrive là, le nœud suivant, c'est nul, il n'y a plus de nœud. OK? Il n'y a plus de nœud, parfait. Je crée un nouveau nœud, puis je l'ajoute au début de ma liste. Si ça vous tente de l'ajouter à la fin, vous pouvez l'ajouter à la fin si vous voulez. OK? Moi, je vais juste dire que c'est plus facile de l'ajouter au début. Si vous la voulez l'ajouter à la fin, vous pouvez l'ajouter à la fin. Il n'y a pas d'ordre dans une table de hachage. Vous pouvez ajouter ça n'importe où, pourvu que c'est dans la bonne case, si vous voulez. Bon, là maintenant, on va parler du modulo qui peut être négatif, en tout cas, du truc modulo négatif. Donc, en informatique, dans la plupart des langages, mais pas en Python, le modulo d'un nombre négatif donne un nombre négatif. Donc, si vous faites en mathématiques, on vous demande le modulo d'un nombre négatif, en tout cas, vous l'avez probablement pas fait en mathématiques, mais moi je vous le dis. Donc, le modulo d'un nombre négatif, ça donne quelque chose de positif. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mais en informatique, dans le processeur, quand vous faites le modulo d'un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Fouillez-moi pourquoi ils ont décidé de faire ça comme ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, malheureusement, ça peut occasionner des problèmes. Pourquoi? Parce que le hashcode est parfois négatif. On a vu tantôt que, par exemple, si on fait le hashcode de Marie, on voit que ça nous donne un nombre ici qui est négatif. Donc, si après ça, on fait marie.getHashcode, si on veut mettre ça dans un tableau, dans une table de hachage de taille 101, on dit, ben, on fait le modulo 101. OK, on fait le modulo 101. Parfait, on obtient moins 62. C'est quoi la case moins 62? Ça marche pas. Ça nous prend un nombre positif. OK? Donc, comment on fait pour obtenir un nombre positif? Donc, en réalité, il faut appliquer une règle différente pour ce qui est du modulo pour parvenir à ça. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une petite recette qui va nous permettre d'obtenir un modulo qui va être positif plutôt qu'un modulo qui va être négatif. Donc, vous allez utiliser la méthode que vous voyez ici, modulo positif.
qui part d'un nombre n et du modulo qu'on veut appliquer à ce nombre-là qui peut être négatif ou positif. Donc, la façon qu'on va procéder pour faire ça, là, vous voyez ici l'espèce de formule que j'ai mise, que vous êtes peut-être pas trop habitué à ce genre de formule-là, mais on prend le modulo, on le convertit en un nombre entier non signé. OK, là, il faudrait que je rentre dans toutes sortes de considérations pour vous expliquer la différence entre un entier signé et un entier non signé. Disons que dans 99,9% des cas, on veut un entier signé. Dans le 0,1% des cas qui restent, des fois, on veut des entiers non signés. Donc, voici un exemple où on a besoin de faire une arithmétique qui fonctionne en nombre non signé. Donc, on prend le modulo, on le convertit en non signé, on prend notre nombre n, on le convertit en nombre non signé, puis on applique l'opérateur modulo à deux nombres qui sont non signés, donc des nombres positifs. Donc, le modulo va être positif. Et ce modulo-là, ensuite de ça, on le traduit en un entier int, on le reconvertit dans un entier pour pouvoir obtenir notre fameux entier positif. Okay, donc, et une fois qu'on a fait ça, comme on le sait, en fait, cette formule-là va marcher parce qu'on sait que notre modulo est un nombre entier positif. Il y a peut-être certaines circonstances très rarissimes où ça ne marcherait pas, mais en général, ça va marcher. Donc, dans votre cas, ça va marcher. Okay. Puis, tout ça doit être effectué sans qu'il y ait de contrôle d'overflow. Donc, c'est pour ça qu'on met ici le mot uncheck pour pas qu'il y ait de validation d'overflow. Donc, ça, c'est encore un concept qu'il faudrait analyser, mais bon, dites-vous que si jamais vous essayez, par exemple, si vous faites, OK, par exemple, bon, peut-être que je pourrais arriver ici. OK, si je fais, attendez un peu, je vais monter ma fenêtre un petit peu. OK, donc là, ici, par exemple, si je fais, je sais pas, moi, si je fais 2 millions fois 2 millions, OK, puis que je fais ça, là, ça me dit « The operation overflows ». Donc, ça me dit qu'il y a eu un overflow. Pourquoi? Parce que j'ai pris deux entiers, je les ai multipliés, puis ça m'a donné un nombre plus grand qu'un entier. Donc, j'ai eu un overflow. Mais si j'avais fait uncheck, là, c'est plus que 2 millions, mais c'est pas important. OK, si je fais ça, là, il me donne un nombre. Pourquoi qu'il me donne un nombre? Parce qu'il a pris les deux entiers, il les a multipliés dans le processeur, puis il n'a pas vérifié s'il y avait d'overflow. Fait qu'il n'a pas vérifié s'il y avait d'overflow, puis il a pris le résultat qu'il y avait là, sans vérifier. Ça donne un nombre. OK? Ça donne un nombre, en fait, c'est de l'arithmétique modulo 231. 2 exposant 32, pardon. Mais je veux dire... en tout cas. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est des détails de façon que les nombres sont stockés dans les ordinateurs. Donc, en faisant de l'arithmétique, en faisant un uncheck, ça permet de, disons, de bypasser certaines limitations de la machine. En tout cas, peu importe. Mais on revient ici à nos moutons. Donc, on fait un uncheck ici pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Normalement, en faisant un modulo, il n'y aurait pas de problème, mais on ne sait jamais. Ça fait qu'on fait un uncheck. Donc, toujours est-il que, là, je vous ai expliqué comment fonctionnait cette méthode-là, mais vous, c'est pas compliqué, vous devez juste l'utiliser. Donc, à place d'utiliser le modulo en pourcentage, qui des fois vous donne un nombre résultat négatif, puis vous ne voulez pas de résultat négatif, vous utilisez cette méthode-là, modulo positif. Okay? Ensuite de ça, vous allez avoir, quand vous allez parcourir ici la liste pour savoir si, par exemple, la clé Jacob ici est égale à une autre clé, vous allez devoir utiliser l'égalité. Okay. Donc, vous allez arriver, vous allez chercher dans la liste chaînée, savoir si vous trouvez l'égalité. Malheureusement, si vous faites égal, égal, l'égalité en utilisant égal, égal, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ce ne sont pas tous les types dans C# qui définissent l'égalité. Il y a certains types qui n'ont pas d'opérateur d'égalité. Même si, typiquement, vous pourriez les comparer entre eux, il n'existe pas d'opérateur d'égalité. Donc, comme il n'existe pas d'opérateur d'égalité, il va falloir utiliser d'autres choses. Okay? Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le type de clé, T-key, lui, il n'y a pas nécessairement d'égalité qui est définie dessus, puis on ne le sait pas c'est quoi la clé. Okay. Donc, comme c'est écrit ici, là, impossible d'appliquer l'opérateur égal-égal aux opérandes de type T-key et T-key. Okay. Donc, c'est pas possible de le faire. Ça fait que va falloir utiliser une autre façon d'effectuer notre égalité.
autre que d'utiliser l'opérateur d'égalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser object.equals. Donc, en utilisant object.equals, on va pouvoir, à ce moment-là, comparer nos deux clés. Il y a cependant deux object.equals. Il y a la version d'instance, puis il y a la version statique. Ici, vous avez la version d'instance, nœud.clé.equals-key, et ici, vous avez la version statique, object.equals, nœud.clé, key. Okay? Donc ici, ça prend deux arguments. Ça c'est une méthode qui prend une instance, .equals, l'autre valeur. Donc, la version statique que vous avez ici, elle fonctionne avec les valeurs nulles, tandis que la version que vous avez ici, elle ne fonctionne pas si une des deux clés est nulle. Ben, en fait, si la clé ici qui est utilisée comme base est nulle. Cependant, on le sait ici que tKey est not nul. On l'a mis dans nos contraintes pour notre classe générique. Donc, on le sait en utilisant la version d'instance, on le sait que ça va marcher. Parce qu'on le sait que tKeys n'est pas nul. Donc, on a le droit d'utiliser cette version-là. Donc, c'est la version qu'il faut utiliser parce qu'elle est généralement plus efficace que celle-là. Ça, c'est correct, mais ça, c'est mieux. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, là, vous avez codé set value. Maintenant, on va coder get value. Donc, les étapes à réaliser pour trouver la valeur associée à une clé dans la table sont les suivantes. Donc, on commence par obtenir le hashcode de la clé. Ensuite de ça, on prend le modulo du hashcode pour trouver l'index dans la table. Ensuite de ça, on va chercher dans la liste chaînée si un nœud existe déjà pour la clé qu'on recherche. Si oui, on retourne sa valeur. Sinon, on soulève une exception, key not found exception. On remarque que les trois premières étapes, 1, 2, 3, c'est la même chose dans getValue et dans setValue. Donc, comme c'est la même chose, vous auriez peut-être avantage à créer une méthode privée qui va automatiser ces choses-là pour ne pas avoir à répéter votre code inutilement. En fait, je vous le conseille fortement. Une fois que vous avez codé setValue et getValue, on va tester les deux ensemble. Malheureusement, c'est pas possible de tester getValue d'une part et setValue d'autre part. Pour pouvoir les tester séparément, il faudrait que le test puisse aller jouer dans votre classe. Puis comme le test ne connaît pas comment votre classe est implémentée à l'intérieur, ben le test doit jouer de l'extérieur sur votre classe, ce qui fait qu'il est obligé de tester les deux en même temps. Fait que là, vous avez un problème d'œuf et de poule. Donc, le getValue puis le setValue. Donc, le test va faire des setValue, puis après ça, il va faire des getValue pour voir si le setValue a marché. Fait que quand vous avez une erreur, est-ce que c'est le getValue ou le setValue qui n'a pas marché? Vous ne le saurez pas. Mais, ce que vous allez savoir, c'est que si les deux fonctionnent, votre test va passer. OK? Mais si le test passe pas, ça se peut que l'erreur soit dans setValue, ça se peut que l'erreur soit dans getValue. Probablement que setValue a plus de chances d'être en erreur que getValue. Donc, une fois que vous allez avoir défini le getValue et le setValue, vous allez décommenter le test T-indexation et vous allez à ce moment-là débloquer certains tests et vous allez pouvoir tester l'indexation, c'est-à-dire le getValue et le setValue dans votre classe. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la capacité restante. Donc ici, il suffit de décommenter T capacité restante. En fait, vous commencez par le coder. Donc, cette propriété donne le nombre d'emplacements qui sont libres dans la table, ça veut dire le nombre de cartes qui sont nulles, et vous testez ensuite de ça en décommentant tes capacités restantes. Donc, si jamais le test passe pas, moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier que la capacité initiale est correcte, puis que le modulo positif est utilisé. Sinon, ça se pourrait qu'il y ait certains tests qui accrochent un petit peu. Okay? Donc, c'est important de respecter ça. Si jamais vos tests ne passent toujours pas, malgré toutes ces vérifications-là, s'il y a une petite probabilité que ça ne se passe pas, à ce moment-là, vous avez juste à m'envoyer un message. Alors, on passe maintenant à iDictionary. Donc là, votre dictionnaire de base fonctionne avec le getValue, le setValue, c'est vraiment la base. Là, on va s'amuser à implémenter les différentes interfaces. On va commencer par voir où est-ce qu'on en est dans notre décor. Donc là, on a codé la capacité restante, le constructeur de notre table de hachage, et on a implémenté le fameux l'indexation qui provient de l'interface iDictionary. Donc, il nous reste à coder tout ça ici, ça ici, ça ici, puis ça. Tout ça, ça reste à coder.
Là, on va s'occuper de coder ces choses-là ici. Donc d'abord, key et values. Donc ces propriétés retournent respectivement l'ensemble des clés, sans répétition, ordre quelconque, et l'ensemble des valeurs, avec des répétitions possibles, ordre quelconque toujours, contenues dans la table de hachage. Donc il existe des techniques sophistiquées pour retourner des clés, des valeurs, sans, disons, faire de calculs trop compliqués. Mais nous autres, on ne veut pas nécessairement trop perdre de temps avec ça, parce que là, ça nous amènerait trop loin dans les concepts du cours pour l'instant. Déjà, on va quand même un peu loin présentement. Donc, le plus simple pour vous, ça va être de créer une liste. Donc, quand, par exemple, on veut recevoir les clés, si on appelle la propriété keys, ben, vous allez créer une liste qui contient toutes les clés qu'il y a dans la table et vous allez retourner cette liste-là. Même chose pour les valeurs. Okay. Vous allez tester en décommentant ici le test tKeys et tValues, puis ça va vous permettre de tester ça. Après ça, vous allez coder la méthode addKeyValue. Donc ça permet d'ajouter une paire clé-valeur dans la table de hachage, mais si jamais la clé est déjà présente, ça va gérer un argument exception. Vous avez juste à tester après avoir décommenté le test ici, tadd. Après ça, contains key, ça vérifie si la clé est dans la table. Donc ça retourne vrai si c'est dans la table, faux sinon. Vous pouvez décommenter en décommentant la ligne ici, le test tContainsKey. Finalement, try get value. Donc pas finalement parce qu'il y en a un autre après. Donc en ce qui concerne try get value, vous avez on essaie d'aller chercher la valeur associée à une clé qui, si cette clé-là existe, on retourne la valeur dans le paramètre out que vous avez ici. Et sinon, ben le out retourne la valeur par défaut. Ça retourne un booléen. Vrai si on réussit à trouver la valeur associée à la clé. Faux sinon. Donc, tester. Ici, vous avez la signature complète de la méthode. Donc, vous avez ici un maybe nul when. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Vous avez juste à le laisser là. Enlevez-le pas, par exemple. C'est important que ça de le laisser là. Mais c'est pour gérer les valeurs nulles. Donc, vous avez juste ici à décommenter tout ça. Vous voyez que c'est un booléen, etc. Et vous décommentez, c'est ça, en décommentant ça ici. Finalement, on a remove key, qui est peut-être le plat de résistance de cette partie. En fait, c'est le plat de résistance de cette partie. Donc, avant, on a vu comment on pouvait ajouter. Là, maintenant, on voit comment on peut enlever. Donc, si la clé est dans la table, il faut supprimer le nœud qui est associé à cette clé-là pour supprimer le couple clé-valeur. Et on retourne vrai. Si la clé n'est pas dans la table, on retourne faux. Donc là, ce qui va se passer, c'est que contrairement à la pile LL que vous aviez codée, la pile LL, vous enleviez toujours le nœud qui était au début de la pile. Mais là, ça se peut que vous ayez besoin d'enlever le nœud qui est dans le milieu d'une liste chaînée. Donc, vous avez ici une liste chaînée. Puis là, vous dites, ah, il faut que j'enlève le nœud qui est ici. Comment je fais? Ben, j'ai juste à prendre le suivant qui est ici. Puis au lieu de l'amener vers celui-là, je l'amène vers le suivant de celui-là. Donc, je l'amène comme ça ici. OK? Donc, si vous voulez, le suivant de lui, le suivant que vous avez ici va être remplacé par le suivant de lui. OK? Donc, je vous laisse réfléchir à ça tranquillement, là, mais c'est une ligne de code, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même y penser bien comme il faut à qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Donc, comme on dit ici, là, pour supprimer un nœud de la liste, il faut simplement le sortir de la liste, donc faire pointer son prédécesseur vers son suivant. Donc, le prédécesseur ici, on fait pointer vers le suivant. Une fois que vous avez codé ça, vous décommentez le test t-remove. Donc, iCollection, où en sommes-nous? On a codé complètement les propriétés et méthodes qui font partie de la classe table de hachage proprement dite. On a codé complètement les propriétés et les méthodes qui font partie de iDictionary.
Et dans cette section, on va coder les propriétés et les méthodes qui font partie de iCollection. Donc, tout d'abord, le count. Donc, la propriété count contient quoi? Le nombre d'éléments dans la table. Donc, petite question, est-ce que vous allez en faire une propriété calculable ou une autopropriété? Donc, moi, je vous dis, ce que je peux vous dire, c'est que la propriété calculable simplifie le code, mais c'est plus lent. Vous allez voir un peu plus loin dans le code que la vitesse peut avoir une certaine importance. Donc, une fois que vous avez codé cette propriété-là, vous allez décommenter ici tcount et tester. isReadOnly. Vous avez deux formes de collections. Les collections immutables, qui sont read-only, et les collections mutables, qui sont modifiables. Donc, clairement, une table de hachage, on peut ajouter, enlever des éléments ou les modifier. Donc, read-only doit être faux. Toujours faux. Donc, coder ça pour que ça soit toujours faux, cette propriété. Puis ensuite, décommenter isReadOnly pour tester. Add keyval. Donc, cette méthode-là ressemble à la méthode du même nom dans iDictionary. Mais ce qui les distingue, c'est leur signature. Okay. La première, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle accepte une clé et une valeur dans des arguments qui sont séparés, comme vous avez ici. Add, clé, valeur, c'est deux arguments séparés. Ça provient de iDictionary. Puis ici en dessous, vous avez la même méthode, mais qui provient de iCollection, qui vous permet d'ajouter une clé, une paire clé-valeur. Okay? Parce que le type qui est associé à iCollection, c'est key-value-pair. Donc ici, ça permet d'ajouter une paire clé-valeur dans le dictionnaire. Donc c'est cette méthode-là ici que vous devez coder. En fait, les deux méthodes ici fonctionnent pas mal pareil. Okay? Ce qui veut dire qu'en réalité, vous pouvez implémenter celle-là en fonction de celle-là. C'est pour ça que c'est écrit ici. Ça peut être codé comme un one-liner. Décommenter addKeyval pour tester. Clear, ça permet de vider entièrement la table. Vous codez ça, vous décommentez pour tester. Contains keyval bool. Donc, contrairement à la méthode contains_key, qui elle vérifie si une clé est dans la table, contains keyval vérifie si le couple clé-valeur est dans la table. Donc, pas juste la clé. Il faut que la clé et la valeur soient les mêmes que ce que vous avez dans votre table de hachage. Une fois que vous êtes, donc la clé doit être égale à la clé que vous avez dans la table, puis la valeur doit être égale à la valeur que vous avez dans la table. Donc, une fois que vous avez codé ça, décommentez ici tcontains pour tester. Après ça, remove permet de supprimer un couple clé-valeur de la table. Il faut vraiment que la clé corresponde à la clé et que la valeur corresponde à la valeur. Il faut que les deux fit parfaitement. Sinon, vous retournez faux pour dire que vous n'avez pas réussi à enlever le couple clé-valeur. Si vous avez réussi, vous retournez vrai. Et vous testez ici en décommentant tremove keyval. Finalement, le dernier, mais non le moindre, ou la dernière, mais non la moindre des méthodes à tester, c'est la méthode copyToArrayIndex. Donc, personnellement, moi, j'ai toujours trouvé cette méthode-là très étrange, puis je sais pas trop pourquoi elle est là. Peut-être faudrait que je pose la question, je sais pas où, pour qu'on me réponde. Mais, étant donné qu'elle fait partie de l'interface iCollection, on n'a pas le choix de l'implémenter. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode-là? Elle reçoit en argument un array et un index ou un indice, et elle permet de remplir l'array avec tout ce qu'on a dans notre dictionnaire. Donc, l'array en question, c'est un array de paires clé-valeur. Okay? Donc, on remplit notre array de paires clé-valeur avec les paires clé-valeur qu'on a dans notre dictionnaire. Par exemple, ici, supposons qu'on passait, ici vous avez là, un tableau, donc un array. Donc, supposons qu'on dit remplir. Donc, on part du tableau qu'on a à la diapo 13, dans lequel on avait Marion, Jacob et Benjamin. Marion, 31 points, Jacob, 8 points, Benjamin, 17 points. Donc, ce qu'on dit, supposons qu'on appelle copyTo, puis là, on donne l'array, peu importe l'array, puis on dit index 3. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à partir de l'index 3 dans notre table, on va commencer à remplir notre array avec les couples clé-valeurs qu'on a dans notre dictionnaire.
Donc, l'ordre n'a pas d'importance. Dans ce cas-là, ici, on commence par Marion, après ça, on met Jacob, après ça, on met Benjamin. Okay, c'est tout ce qu'on fait. C'est pas, vous avez juste à faire ça, puis that's it. Une fois que c'est fait, vous décommentez copy tout et vous avez terminé d'implémenter l'interface e-collection. Bon, c'est presque fini. On est rendu à i-énumérable ou à i-vénérable. Non, i-énumérable. Donc, où en sommes-nous? On a codé la table de hachage, on a codé tout ce qui concerne la table de hachage proprement dit, tout ce qui concerne le iDictionary, tout ce qui concerne le iCollection, et maintenant, on doit coder le i-énumérable générique. Donc, i-énumérable générique définit une méthode qui s'appelle getEnumerator qui va nous retourner un énumérateur ou un i-énumérable. Ça ressemble à peu près à la même chose. Donc, un i-énumérateur ou un i-énumérable, c'est presque pareil. Qui, en fait, génère un ensemble de key-value pair, de paires clés-valeurs qui contient chacun une clé et une valeur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que notre getEnumerator doit retourner un ensemble de paires clés-valeurs. C'est sûr que vous pourriez créer une liste, puis dans votre liste de paires clés-valeurs, stocker toutes les paires clés-valeurs, puis après ça, faire un return. En fait, je ne suis même pas sûr que ça marcherait dans ce cas-là. Mais, non, c'est ça, je ne suis pas sûr que ça marcherait dans ce cas-là. Mais, bon, en tout cas, parce qu'on ne retourne pas un i-énumérable, on tourne un i-énumérateur, donc c'est légèrement différent. Donc, je ne suis pas sûr que ça marcherait. En fait, je ne l'ai pas essayé. De toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Ce qu'il faut utiliser, c'est des fonctions génératrices ici. C'est absolument important d'utiliser une fonction génératrice parce que c'est ça qui est efficace. Donc, pour se rappeler de c'est quoi une fonction génératrice, vous en avez ici un exemple. Par exemple, ici, on a une méthode au carré qui reçoit une énumération de nombres et qui retourne une énumération de nombres, mais qui est constituée des carrés des nombres qui sont reçus en entrée. Donc, cette méthode-là reçoit une liste, une série de nombres et retourne en sortie cette série de mêmes nombres-là, mais au carré. Qu'est-ce qu'on fait? On a juste à faire un for each pour parcourir les nombres qu'on reçoit en entrée et on fait après ça un yield return, nombre fois nombre, pour générer les nombres un par un. Donc, c'est la même chose qu'on va faire ici avec notre méthode getEnumerator. C'est qu'on va générer, on va utiliser une boucle pour parcourir, quand je dis une boucle, le for each ne marchera pas parce que c'est vous qui êtes en train de coder le for each. Le getEnumerator permet de coder le for each sur votre structure de données. Donc, vous n'aurez pas accès au for each avant de le coder. Donc, c'est à vous de parcourir votre array, puis dans chaque case de l'array, de parcourir les listes chaînées. Puis à chaque fois que vous trouvez un nouveau couple clé-valeur, vous faites un yield return de ce couple-là. Schlac, 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 schlac. OK? Donc, probablement que ça va vous prendre en réalité une boucle dans une boucle. Mais, bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Donc, moi, juste pour vous donner une idée. Pas pour vous dire, ah, blablabla, bla, bla, je l'ai fait en 5 lignes de code, je m'en fous éperdument. C'est juste pour vous dire que vous êtes capable, vous comptez pas les accolades là-dedans, là, OK? C'est juste pour vous dire, là, si vous êtes rendu à 20 lignes de code, là, vous êtes dans le champ, OK? Donc, c'est pas quelque chose qui est trop long. Okay? Donc, moi, je vous dis, je l'ai fait en 5 lignes de code, pas parce que je voulais faire ça court, parce que ça se fait en 5 lignes de code, OK? Je participais à aucun concours pour ça. C'est juste que, sans même y penser, la première idée qui est mise en tête, ça prend juste 5 lignes de code. Donc, cherchez pas de midi à 14 heures pour faire cette affaire-là. Donc, vous avez juste à faire des yield return à chaque fois que vous trouvez un élément. L'idée, c'est de parcourir tous les éléments qui sont dans votre table de hachage et de faire un yield return à chaque fois que vous en trouvez un. Pas plus compliqué que ça. Fonction génératrice. Et le dernier morceau du puzzle, si on veut, c'est la méthode énumérable qui est non générique. C'est le énumérable non générique, le getEnumerator ici, que lui, on peut coder en utilisant le getEnumerator générique. Donc, on prend le getEnumerator, on le convertit en iEnumerator non générique pour le retourner et ça va faire le travail. Donc, autrement dit, je vous donne le code de la méthode. Hein? Pas compliqué. Donc, vous, une fois que vous avez terminé, vous décommentez le t-enumerator explicit, getEnumerator explicit, et vous testez.
Donc ici, j'avais oublié de dire que vous allez décommenter le tGetInheritor pour tester cette partie-là. Donc, bravo, vous avez terminé de coder la classe au complet, la classe table de hachage. Donc, maintenant qu'on a terminé de coder notre dictionnaire, on va le mettre à l'épreuve pour voir s'il est capable de faire la job. Donc, on va l'utiliser avec le texte Les Misérables. Donc, on se rappelle que notre programme Compter lettres permettait de compter les lettres, la fréquence respective des lettres qu'on a dans le texte Les Misérables, dans le but. OK, puis là, le but, ça va être de tester sa performance. Donc, pour nous rafraîchir la mémoire, OK, on va effectuer le travail encore une fois, et ce, avant d'effectuer les modifications dans les diapos précédentes. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va déjà utiliser le programme Compter lettres sans le modifier pour regarder le comptage des lettres dans Les Misérables. Donc, on obtient ici le comptage des lettres dans Les Misérables, avec le plus populaire, les lettres, les autres, etc., et le temps écoulé, le temps de référence et le ratio. Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez faire la même chose pour votre programme et saisir l'information ici. Ça, c'est avant d'effectuer les modifications. Ensuite de ça, vous avez modifié votre classe compteur de lettres pour utiliser la table de hachage au lieu du dictionary ou de toute autre structure de données que vous avez utilisée pour faire l'exercice. Donc, l'idée, c'est d'utiliser aucune autre structure de données que la table de hachage que vous venez de créer. Ensuite de ça, vous allez rouler à nouveau le test T-compter lettres, qui lui testait la classe compteur de lettres, pour valider que votre programme fonctionne toujours bien. Normalement, ça devrait fonctionner. Une fois que vous avez fait ça, vous allez modifier le message introductif du programme Compter lettres pour mentionner l'usage de la classe table de hachage. Donc, par exemple, ici, compteur de lettres par Frédéric Guérin avec table de hachage. Donc, là, ça va être compteur de lettres par votre nom avec table de hachage, juste pour dire que votre programme fonctionne maintenant avec la table de hachage que vous avez codée. Une fois que ça c'est fait, vous allez exécuter votre programme en comptant les lettres du texte Les Misérables. Normalement, ici, ça devrait vous donner exactement les mêmes fréquences que celles que vous avez obtenues précédemment. Même chose pour ça ici. Mais on peut supposer que votre temps écoulé va être légèrement plus élevé parce que votre structure est moins efficace que la structure de données qui est donnée avec le C#, par exemple, le dictionary ou autre. Donc, si jamais vous réussissez à avoir un ratio qui est inférieur à 4, vous pouvez vous rajouter un bonus de 1/2. Donc, vous mettez ici votre saisie qui correspond à ce que vous avez ici précédemment. Et pour ce qui est de la remise, vous pouvez faire un dernier commit and push. Vous pouvez ensuite vérifier que vous n'avez aucune erreur, aucun avertissement, aucun message particulier. Vous assurez que votre code donc fonctionne bien. Et suite à cela, vous allez remplir la grille d'auto-évaluation qui est sur la prochaine diapo et remettre votre code zippé, Léa, etc., comme on fait d'habitude. Donc la grille d'auto-évaluation est divisée en 4 parties parce qu'il y a plusieurs choses à auto-évaluer. Donc, d'abord, les parties 1 et 2 ici sont auto-évaluées par la mise en place. Donc, c'est sûr, les points ne sont pas très énormes parce qu'il faut que ça donne un total de 10. Donc, ça fait en sorte que les pointages sont moins élevés. Donc, la mise en place, le constructeur, la capacité, donc on voit ici c'est juste un quart de point, l'indexation 1 point et un quart, la capacité restante pour un total de 3 points. Donc, vous mettez vos points ici, votre total. Ensuite de ça, la section 3, Key and Values, Add, Contains, Remove, Try, Get Value, donc avec les pointages ici, un quart plus un quart donne une demi, un tiers, un tiers, pour 2 points et demi au total. Ensuite ça, la section 4, Count is read only, Add, Clear, Contains, ça vaut un demi, un tiers, un demi, un tiers, un demi, un tiers. Une fois que vous avez tout ça, ça donne 2 points et demi, votre total que vous avez ici. Et finalement, la section 5 pour Get Enumerator pour 1 point, la section 6 pour Les Misérables pour 1 point. Si jamais votre misérable est suffisamment rapide, vous pouvez vous rajouter un point bonus ici. Si jamais vous avez oublié des choses, par exemple au Git ou aux avertissements, ou etc., vous pouvez ici vous enlever des points
pour après ça obtenir un grand total sur 10 avec possiblement un demi-point bonus. Donc ça termine l'exercice.